Bonsoir à tous. Bonsoir Damien. Bonsoir Léo, salut à tous. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien, on est prêt à affronter la vague, si j'ose dire. Les frères, c'est cliché, c'est oh mon Dieu. cliché au possible, c'est pas possible. Mais avant de parler de notre sport insolite de ce soir, je vous rappelle, chers auditeurs, que nous sommes dans une nouvelle édition, une nouvelle émission dédiée aux merveilles des sports insolites. Donc moi, c'est Léo qui anime cette petite capsule de sport, avec mes côtés Damien. On a raconté les histoires de sport, en fait. Dès qu'on se rencontre, on parle de sport. Et on s'était dit que, encore une fois, pour cette aventure, pour rappeler une nouvelle fois, on le fait ça pour vraiment déconner, pour faire découvrir surtout des sports qui, au final, sont assez peu connus, ou en tout cas, s'ils sont pas connus, soit ils sont pas connus en France, soit ils sont pas connus dans leur version élite sportive, voilà, de ce là. Parce que là, le sport qu'on va parler ce soir, tout le monde le connaît, ce sport, mais il est encore une fois vu d'un point de vue très, je dirais, presque art de vivre. Plus vu comme ça, un peu comme quand on abordait les fléchettes. Les fléchettes, oui, les gens connaissent les fléchettes, mais pas dans la version compétitive et pas dans la version vraiment, compétition élite. Sauf si vous êtes britannique à fond dans les bars. Ça, c'est clair. Du coup, on l'a un peu évoqué. Ce soir, on vous emmène donc dans le monde du surf, un sport qui, au-delà de l'exhibition de prouesse athlétique, est une invitation à l'harmonie avec la mer. Oh oui. Aujourd'hui, on va glisser, c'est le cas de le dire, sur les crêtes d'un univers où la puissance rencontre la grâce. Un domaine où chaque vague est plus qu'un simple défi, c'est une véritable danse avec l'océan. En général, c'est avec l'océan. C'est rarement avec la mer, plutôt avec l'océan. Et donc, aujourd'hui, on va parler de ça. Le surf, Damien. Oui, dis-moi. À noter qu'on peut surfer sur plusieurs genres de plans d'eau. Oui, bien sûr. Là, on va surtout s'intéresser au surf, mais version olympique. C'est ça. Parce que du coup, c'est en préparation, c'est en prévision des JO de Paris. C'est ça. Mais à noter qu'on peut aussi glisser sur bien d'autres surfaces aquatiques, que ce soit du canot, par exemple, du ski nautique, ou que ce soit du kitesurf, ou que ce soit d'autres manières également de s'amuser donc avec les vagues et le courant. Mais là, oui, on va resserrer un petit peu tout ça. Mais les possibilités sont quand même assez infinies, en fait. Bien sûr. D'ailleurs, tu me fais une transition parfaite pour parler des origines et de l'histoire de ce sport, Damien, puisqu'effectivement, les origines de ce sport, du surf, c'est d'utiliser une planche et de monter dessus pour aller naviguer sur les mers. Et donc, Damien, je te propose de commencer par ça, histoire et origine de ce sport. Et du coup, par rapport à l'histoire du surf, c'est une pratique qui plonge ses racines dans des civilisations très anciennes, vraiment anciennes. Des civilisations très diverses. Très diverses, très variées, qui est en fait née à droite à gauche, mais semble-t-il, d'après les études, ça a commencé quand même il y a 5000 ans au Pérou, en Amérique du Sud, où les premières preuves archéologiques montrent l'utilisation de caballitos de totora. Ce sont des embarcations traditionnelles construites à partir de totora, un type de roseau qui pousse dans le pays, le long des côtes et des lacs du Pérou. Donc voilà, donc c'est dans la culture pré-inca et utilisé à l'époque pour la pêche et pour le loisir. Voilà, c'était utilisé pour les deux emplois. Et quand les Européens sont arrivés, donc bien plus tard, dans cette zone d'Amérique du Sud, ils témoignent de l'habileté et de la joie de ces peuples que ces peuples trouvaient dans la maîtrise des vagues sur leur simple embarcation. Et équilibré dessus. Alors on parle de l'Amérique du Sud, mais aussi en Afrique de l'Ouest, diverses cultures telles que celle du Ghana ou du Cameroun, où s'est développée totalement indépendamment de l'Amérique du Sud, la pratique d'une autre forme de surf dès le XVIIe siècle, utilisant des planches rudimentaires en bois pour jouer dans les vagues. Donc il y a plusieurs récits européens qui remontaient ce genre de pratique. Mais on tourne autour du pot, c'est-à-dire qu'en fait, on parle de la rive... Pardon, on parle de la rive est du Pacifique, on parle de l'Afrique, mais bon, ce qui a créé le cliché de notre surf tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'il a été façonné et tel qu'il est arrivé dans notre pop culture, c'est évidemment par les populations océaniennes. Exactement. C'est en Polynésie que le surf, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a réellement pris son essor.
avec des preuves incontestables de sa pratique, notamment lors de la visite de James Cook en 1769. Donc c'est en gros les premières preuves de cette pratique quand on a découvert ces îles, les îles de Polynésie, et notamment à Hawaï, où on a élevé le surf au rang d'art culturel majeur, qui a intégré cette pratique dans les rites religieux et dans les rites sociaux des peuplades hawaïennes. Les chefs ou alii, oui c'est ali apostrophe i, voilà c'est alii, étaient souvent les surfeurs les plus compétents, les plus doués, qui utilisaient donc des planches fabriquées à partir des meilleurs bois locaux comme le koa, l'oulu ou le wili wili. C'était les noms des bois employés. Et donc, comme tu l'as évoqué, c'est vraiment cet endroit-là où effectivement le surf prend ses racines modernes, on va dire ça comme ça. Plus qu'ailleurs d'ailleurs, Hawaï, puisque du coup il y a 2 i normalement, nous on fait un i avec tréma. Et en fait, même si en Polynésie, bien sûr, il y en a depuis très longtemps, Ouais. le surf est devenu véritablement un totem culturel vraiment dans cet archipel-là des îles Hawaï. Ouais, c'est tout à fait le cas. Et exactement. À tel point que lorsqu'il a fallu, et là je pense que j'anticipe un petit peu sur ce que tu vas dire, lorsqu'il a fallu codifier ce sport, en tout cas en faire quelque chose de ludique et qui s'adresse à tout le monde au-delà de la simple population locale, polynésienne ou en tout cas océanienne, eh ben, on retrouve quand même des gens qui habitent sur le continent américain mais qui sont d'origine hawaïenne finalement. Tout à fait, exactement. Alors, avant d'aller tout petit peu vers là, il faut dire que cet intérêt des Américains, et notamment de la côte ouest américaine pour le surf, est effectivement venu d'Hawaï. Mais il s'est passé en fait plusieurs phénomènes. D'abord, il y a eu colonisation d'Hawaï par les peuplades européennes, qui, vous savez, malheureusement, dans ces colonisations-là, il y a l'apport de maladies qui n'étaient pas connues des peuples autochtones, ce qui fait qu'il y a eu une forte mortalité qui s'est déployée, donc il y a eu un petit déclin de la pratique de ce sport dans la fin du 19e siècle. Et puis c'est revenu et de manière assez inattendue, en fait, les riches touristes américains fortunés continuent à aller sur l'île d'Hawaï et ont notamment vu un homme qui s'appelle Duke Kahanamoku, qui a joué un rôle crucial, on en parlera dans les légendes de ce sport, un rôle crucial dans la population du surf, non seulement à Hawaï, mais surtout aux États-Unis. Et bien sûr dans le monde derrière, puisqu'il faudra pas oublier son rôle, mais on en reparlera aussi, sinon je spoil la partie légende. Mais il n'a pas fait que les États-Unis. Oh non, il n'a pas fait que les États-Unis. Il est surnommé le père du surf moderne, Duke Kahanamoku, mais on en reparle donc, comme je vous ai dit, plus tard. Et comme tu l'as dit, ensuite, au fur et à mesure, les Américains ont adopté finalement, mais c'est des gens d'Hawaï qui sont venus pratiquer le surf dans la côte ouest américaine. Ça s'est beaucoup transformé avec l'évolution des technologies, notamment en 1950, dans les années 1950, avec les planches de fibre en fibre de verre, puisqu'à l'époque c'était plutôt du bois avant, là c'est en fibre de verre. Et l'innovation continue avec l'apparition des planches courtes, puisque c'était souvent les versions planches longues, les très longues planches qui étaient utilisées jusqu'aux années 1960, et puis la planche courte a pris la main derrière, qui a révolutionné du coup le style et l'agilité des surfeurs sur les vagues. Et du coup, ensuite, c'est la culture pop qui a finalement achevé la popularisation dans la musique, la mode, le cinéma. Mais là, tu anticipes encore un peu là pour le coup, mais les deux se sont nourris, c'est-à-dire qu'en fait la culture pop s'est nourrie du surf. Il y a beaucoup d'apports du monde cool, du surf dans la pop culture, mais à l'inverse, tu as aussi finalement le monde du surf qui s'est nourri du reste de la pop culture. C'est véritablement, c'est très intéressant, on en parlera. On fera que survoler, évidemment en fin d'émission. Mais c'est passionnant et intéressez-vous à toutes les ramifications, en fait, dans les deux sens, du monde du surf dans la pop culture. Tout à fait. Pour le coup, la page pop culture de notre émission va être assez dense, ça c'est clair. On va essayer de résumer tant qu'on peut. Mais un tout petit peu, effectivement. Et puis bien sûr, finalement, le surf a été introduit au niveau des compétitions olympiques, donc aux Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, avant de continuer pour les Jeux de Paris, puisqu'ils seront épreuves sportives qui se passera à Tahiti. Les épreuves se dérouleront à Tahiti. Est-ce qu'on enchaîne du coup alors ? Avec les règles ? Est-ce que tu veux qu'on enchaîne là-dessus ?
Eh ben, dernière chose. Ah, vas-y, si tu veux enchaîner avec une autre chose, vas-y. Voilà, histoire de véritablement refermer ça, parce qu'on parlera des compétitions effectivement plus tard. Mais pour vous donner une image de l'empreinte culturelle que ça a sur donc la culture hawaïenne, la culture des îles là-bas. C'est un des rares sports, et il y a très peu de sports qui ont ce privilège. C'est un des rares sports où on peut concourir, à part aux Jeux Olympiques bien entendu, sous bannière hawaïenne. Tout à fait. Alors, en France, nous, on n'est pas plus que ça, choqués, dans le sens où, après tout, dans pas mal de sports, il y a une délégation, par exemple, de Tahiti, il y a une délégation de Nouvelle-Calédonie, voire de Martinique, de Guadeloupe. Bref, ça dépend des sports, et donc certaines régions, certaines îles ont ce petit privilège, si j'ose dire, de privilège local, ou alors simplement parce que, comme c'est le cas de Tahiti, non seulement c'est à l'autre bout du monde, mais c'est un statut spécial, c'est un statut qui a été négocié, ce qu'on appelle un pays d'outre-mer. Bref. Exactement. Bref, c'est pas si compliqué, en tout cas c'est pas choquant pour nous en France. Aux États-Unis, on concourt relativement peu sous une autre bannière que celle des États-Unis, sauf si vous êtes dans un territoire qui est ce qu'on appelle non incorporé, comme les îles Vierges, ou comme Guam, ou comme d'autres dépendances, Porto Rico par exemple, qui n'est pas intégré aux États-Unis, et pourtant c'est techniquement un État américain, avec quelques aménagements. Sauf qu'Hawaï, comme l'Alaska, comme la Californie, comme le Maine, comme Rhode Island, comme le Wyoming, c'est un État américain complètement intégré. Donc normalement, on ne fait pas sécession comme ça, en tout cas sportivement. Sauf que le surf a ceci de particulier que il y a tellement, il y a la loi du nombre aussi, il y a tellement d'athlètes, de surfeurs qui viennent d'Hawaï, que finalement, c'est presque au contraire rendre service d'ailleurs aux continentaux que de créer une équipe d'Hawaï qui vient se mesurer au reste des États-Unis. C'est pour dire le petit Hawaï face au reste des États-Unis. Je trouve ça assez amusant d'ailleurs. Effectivement. On le rappellera lors des grandes compétitions de ce sport et du palmarès de ces grandes compétitions. Mais Hawaï, effectivement, c'est une des extrêmement rares exceptions où Hawaï fait un peu bande à part par rapport aux États-Unis. Parce que, comme tu l'as dit, c'est très bien expliqué, c'est un État américain. C'est parmi les 50 États américains. Donc, normalement, c'est pas à part. Normalement. Non. Et là, tout à fait. Ça prouve l'importance de la culture surf au sein de l'État. Au JO, ils seront sous la bannière étoilée, évidemment. Oui, évidemment. Damien, je te propose du coup d'enchaîner avec les règles de ce sport. Alors, règles de ce sport, je te propose, il n'y a pas de Ninexplains, pour le coup, pour une fois. Il n'y a pas de Ninexplains, pardon. Du coup, ce que je te propose, c'est d'illustrer ça au travers d'une petite vidéo assez courte qui explique la version olympique du surf, donc qui a été éditée pour les JO de Tokyo à l'époque. Et alors, je vais te présenter plutôt le format de compétition olympique. Donc, en gros, le tournoi olympique se déroule maximum sur 4 jours. Il y a, si ça n'a pas changé, 20 surfeurs et 20 surfeuses, donc hommes et femmes, dans des compétitions masculines et féminines, et la planche utilisée est la forme courte. Il y a 3 tours qualificatifs de 30 minutes, puis 3 tours finaux de 30 minutes. Comment ça se passe chacun des tours ? Eh bien, il y a d'abord un premier tour où on constitue 5 manches de 4 surfeurs chacune. Donc, il y a 4 surfeurs répartis dans 5 manches. Ils font la compétition entre eux, et les deux mieux notés vont en 8e de finale, donc au 3e tour. Les 2 derniers vont en un 2e tour de repêchage. Voilà, un tour de repêchage. Ceux qui sont les premiers de leur groupe étaient qualifiés, en tout cas c'était le cas à Tokyo, étaient qualifiés directement pour la phase finale, mais sinon, effectivement, pour les 2 autres, ils n'étaient pas éliminés. Il y avait un repêchage. Alors, si on fait comme ça, ça veut dire qu'il restait 10 surfeurs dans le 2e tour de repêchage. Donc, dans le 2e tour, on fait 2 manches avec 5 surfeurs. Donc, 2 x 5, 10. Ça marche. Ça fonctionne. Les 3 premiers de chacune de ces manches se qualifient donc pour les 8e ou 3e tour, ils appellent ça le 3e tour. Et les 2 derniers sont éliminés. Donc, ça fait 4 éliminés à ce moment-là. Et du coup, il y a le 3e tour avec des 8e de finale, parce qu'ils disent 3e tour, mais en fait, ils s'affrontent un par un entre eux. Donc, autant dire que c'est des 8e de finale. C'est ça. Après, c'est un par un en pyramide habituelle, etc. Voilà. Exactement. Donc, c'est vraiment de cette manière-là que ça se forme et donc que ça se produit.
Et ensuite, quart de finale, demi-finale, finale. Et bien sûr, tête à tête pour la médaille de bronze pour obtenir les différents médaillés. Par ailleurs, comment on fait pour noter? Eh bien, vous le voyez un peu à l'écran pour ceux qui sont sur Twitch et qui sont sur YouTube. Il y a 5 juges qui sont là pour évaluer la performance d'un surfeur selon un système de points. Chaque tentative sur une vague est notée par chaque juge entre 0,1, ils mettent pas 0, donc c'est 0,1 et 10 points. Selon la variété des tricks, comme on dit, leur difficulté, etc. Et comme en petite patinage artistique, on retire la note la plus haute et la note la plus basse, donc il reste 3 notes et on fait la moyenne des 3 notes restantes. Et ensuite, ils peuvent pendant la manche faire autant de tentatives qu'ils veulent. Ils peuvent faire autant de vagues qu'ils veulent. Et on prend les 2 meilleurs scores pendant cette manche. Et donc, on additionne les 2 scores et ça donne ensuite leur score final du tour de la manche. Voilà. Donc, véritablement, l'idée, c'est d'y aller à fond et de faire les meilleures choses là-dessus, sachant que je vais juste vous montrer, parce que j'avais préparé un tout petit quelque chose pour illustrer ça, parce que quand on le dit comme ça, c'est pas toujours facile, mais globalement, en fait, quand on regarde ce sport et qu'on regarde la manière dont c'est réalisé, la manière dont c'est fait, c'est vraiment quelque chose qui est, encore une fois, très particulière. Il faut savoir, par exemple, si je reviens donc sur l'illustration, donc là, au niveau format olympique, donc on a les 20 surfeurs ou surfeuses dans le premier tour. Donc les 2 premiers de chaque manche se qualifient pour le 3e tour, et les autres vont en repêchage au 2e tour. Et donc ils sont 2 manches de 5 ici, et après, hop, les 3 premiers de chaque manche vont au 3e tour, là ça fait bien 16 participants ici, et ensuite ils font quart de finale, demi-finale, finale et match de la 3e place. Donc ça marche comme ça, en fait, le format qui est réalisé ici. Donc ça devient intéressant à partir du... T'es en train de me dire que c'est intéressant à partir du 3e jour, c'est ça? Ça devient intéressant effectivement à partir du 3e tour, quand ils sont face à face, c'est plus clair, on va dire. C'est un peu moins le boxon, mais en tout cas, c'est un format qui au final n'est pas si compliqué que ça quand on essaie. En fait, moi, au début, quand j'ai lu les règles, quand j'ai lu les trucs, j'ai fait waouh, ça a l'air bizarre. Et en fait, quand tu remets ça en schéma, tu fais ah oui, ok, je vois leur logique, je vois pourquoi ils font ça. Ça dépend. Non, en c'est fait, beaucoup plus clair après, quoi. C'est pas du tout compliqué et ça ressemble aussi à ce qu'on avait vu du tir à l'arc, par exemple. On a un premier tour finalement qui ne sert qu'à classer les athlètes. Donc le premier, j'avais dit, rencontre le 64e, etc. Le deuxième, le 63e. Et donc personne, sur le principe, n'est éliminé au premier tour. Et là, quand je dis effectivement ça commence à devenir intéressant, ça peut être intéressant aussi le premier jour, mais c'est pas pour le résultat cette fois-ci. Ce serait plutôt par le fait que, comme les athlètes ne sont pas nécessairement éliminés à l'issue de ce premier tour, il peut y avoir des moves assez osés au premier tour. Alors, le premier jour, je pense, peut être très intéressant. Et ensuite, à partir du 3e jour, là, la compétition devient véritablement acérée. Tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que quand on l'explique comme ça, c'est compliqué. C'est juste que quand on le représente, on fait OK, je vois, ils font comme ça pour constituer en gros les 8e de finale, quoi. Pour avoir les 8e de finale derrière. Voilà, c'était assez court, mais voilà, c'était très simple parce qu'en fait, c'est un système, c'est une compétition à jury. J'appelle ça les compétitions à juges. C'est des compétitions où c'est des juges qui notent. Donc, en gros, après, expliquer pourquoi il prend 8 points, 6 points. Là, c'est vraiment les juges, quoi. C'est vraiment les juges qui notent une complexité, difficulté, etc. On va pas expliquer parce que ça reste des trucs c'est assez subjectif et c'est pas nécessaire pour comprendre. Quand on regarde une compétition, c'est pas nécessaire de comprendre ça. On fait confiance aux juges et aux commentateurs sportifs qui commandent ça. Voilà, Damien, est-ce que tu veux qu'on enchaîne avec les plus grandes compétitions de ce sport? Est-ce qu'on enchaîne là-dessus? Eh ben, ça a l'air complètement fou parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir les championnats du monde, nous, en France, parce que c'est plutôt un sport vu comme un sport d'exhibition où on voit des surfeurs, etc., etc. Alors, oui, il y a des compétitions et des compétitions sacrément sérieuses et sacrément bien dotées en termes de pognon. Donc, on va en parler, oui. Exactement. Je vais juste lancer le jingle, Damien, et on peut y aller pour les plus grandes compétitions de ce sport. Damien, tu l'as dit, c'est quelque chose au niveau international qui est organisé autour de... Alors, moi, j'ai noté 2 grandes organisations. Je vais me corriger si je me trompe. Il y a une première, je voudrais commencer par celle-là, parce qu'effectivement, c'est l'organisation... c'est une entreprise, en fait. C'est une organisation, une ligue
professionnel, qui gère en fait la version professionnelle de ce sport. C'est comme ça que les meilleurs surfeurs vivent de ce sport. C'est la World Surf League. Exactement, et les deux organisations vont de pair en réalité, puisque la World Surf League est une organisation, tu viens de le dire, professionnelle, donc qui gère un ensemble de compétitions, et notamment pour le circuit mondial. Exactement. Professionnel. Et par contre, il y a une fédération mondiale, on en parlera ensuite, qui, elle, gère à la fois les professionnels et les amateurs. Sauf qu'on n'est pas sur un rapport aussi hiérarchique que ce qu'on peut avoir, par exemple, avec, je vais prendre un exemple tout con en France, la Fédération française et la Ligue de football professionnel, par exemple, en football, par exemple. Il n'y a pas forcément le même rapport hiérarchique. Par contre, de fait, il y a quand même un rapport hiérarchique dans le sens où l'interlocuteur du CIO, c'est la Fédération mondiale, c'est pas la World Surf League. Sauf que sans la World Surf League, la Fédération mondiale, donc l'ISA, ne peut pas, prétendre représenter l'ensemble des surfeurs. C'est ça, tout à fait. Ce qui fait que, créé en 1976, alors au départ ça s'appelait International Professional Surfers, l'IPS, ça a été renommé Association of Surfing Professionals, l'ASP, et finalement the World Surf League en 2015. Et donc, comme tu l'as dit, ça organise les championnats du monde de surf, la World Championship Tour, ainsi que les ligues d'accès. Les ligues, il y a les Challenger Series et les World Qualifying Series. Qualifying Series, ouais. Il faut savoir que en 2024, donc la saison de la ligue professionnelle de surf s'organise autour d'étapes. Oui, comme tous les circuits mondiaux, là pour le coup, on est en terrain inconnu. Tout à fait. Pour votre info, juste les énoncer si vous vous intéressez un tout petit peu à ça. Donc, ce qui est déjà passé, c'est les 2 épreuves à Hawaï qui ont eu lieu en janvier, en février dernier. Celui également au Portugal, à Peniche. Enfin, je crois que ça se dit pas comme ça. Je l'ai dit à l'espagnol, alors que c'est pas du tout que ça. Portugal au mois de mars. À Bells Beach, en Australie, dans l'état du Victoria, fin mars, début avril. Tout à fait. Et ensuite, c'est déjà aussi passé, tu vois, c'est passé vite. Également en Australie, dans l'état de l'Australie occidentale, au Margaret River. À côté, en Australie occidentale, c'était le week-end dernier d'ailleurs. Exactement, c'était tout récemment. Ensuite, là a lieu la mi-saison. En ce moment, donc avec les compétitions masculines avec 36 participants est réduit à 24 à partir de maintenant, et 18 femmes qui sont ensuite réduites à 12 femmes pour les 4 dernières épreuves du coup derrière. Donc pour votre info, pour les épreuves finales, avant les Jeux, il y a trois étapes. C'est à Tahiti, en Polynésie, chez nous en France, on va dire fin mai. Ensuite, il y a Punta Roca au Salvador, début juin. Et puis à Saquarema au Brésil, à Rio de Janeiro, juste après en fait, le week-end d'après, et on enchaîne derrière quoi. Et après, pause à cause des JO. C'est ça, pause à cause des JO, donc avec l'épreuve de surf. Alors, il faut savoir que le surf n'a pas encore de date, puisqu'il faut savoir la bonne condition de vague. Donc, il ne pourra annoncer l'épreuve qu'à partir du début des JO. C'est-à-dire qu'au début des JO, on saura les 4 jours de date du surf derrière. Et ensuite, pour terminer donc la saison, ça sera au Fidji, à Cloudbreak, fin août. Et il y a la finale. C'est ça, j'allais expliquer qu'ils ont un Final Five. Donc, en gros, les 5 meilleurs surfeurs et surfeuses ayant le plus de points, parce qu'il y a des points distribués par étape, ceux qui ont récolté le plus de points se qualifient pour le Final Five qui aura lieu en Californie, à San Clemente, sur le site de Lower Trestles. Alors, techniquement, c'est en dessous de Los Angeles. Voilà, Comté d'Orange, Huntington Beach, tout ça. Voilà. Ok. Voilà, et donc ça a lieu pendant cette période de l'année, début, on va dire un peu au début de l'hiver, enfin au milieu de l'hiver parce qu'on va dans l'hémisphère sud, donc ça marche, ça passe, c'est l'été là-bas. Et ensuite on remonte vers l'hémisphère nord pour aller vers l'été classique, on va dire, derrière. Voilà, et donc, dans ces compétitions, sauf lors de l'année du Covid en 2020, il y a toujours eu des épreuves de la Ligue mondiale. Et donc, alors, en ce moment, enfin, ces dernières années, c'est des Brésiliens qui dominent côté masculin. Il y a eu des vagues comme ça. Oui, c'est pas du tout un jeu de mots, parce que c'est vraiment ça qui apparaît sur les palmarès.
il y a eu des pays qui ont pris l'ascendant à ce moment-là. Tout à fait. Là, en ce moment, c'est le Brésil. Là, c'est le Brésil. Il y a une dizaine d'années, évidemment, c'était la légendaire, on en parlera, Kelly Slater, mais pas que. Kelly Slater tirait la bourre avec un Hawaïen, donc c'était une domination américaine des deux côtés du Pacifique, si j'ose dire. Tout à fait. Exactement. Alors que du côté des femmes, c'est des Australiennes ou des Hawaïennes. Alors là, la dernière édition, c'est une américaine, Caroline Marks, pour l'édition de la Ligue en 2023. Et puis maintenant, on verra ce qu'il en sera de 2024. Comme tu l'as dit, Damien, au-delà de cette World Surfing League, il y a l'International Surfing Association, donc c'est la fédération internationale, qui régit ce sport, qui est l'organisation qui est en relation avec le CIO, et qui organise, lui, des Jeux mondiaux du surf. Championnat du monde de surf. Ouais, championnat du monde de surf, en fait. C'est ça, avec une épreuve chaque année. Et pour le coup, alors, il y a une épreuve homme, une épreuve femme, et une épreuve par équipe. Il faut savoir que c'est la particularité des compétitions de l'association internationale. Et pour le coup, ici, c'est un peu plus varié, puisque là, on a des Honduriens, des Japonais, chez les hommes, qui ont dominé ce sport. Non, pardon, je dis n'importe quoi, je suis décalé, parce que je vois les lieux. Alors, tu vois, j'ai la mauvaise colonne. Donc, je parle des Mexicains, des Brésiliens, des Argentins. Des Argentins, des Brésiliens, des Français, des Japonais, des Tahitiens, tout à fait, qui ont brillé chez les hommes. Côté femmes, c'est comme souvent des Américaines. Il y a eu une Française en 2017, Pauline Ado, et puis australienne, péruvienne, et puis brésilienne également. Et par équipe, est-ce que tu sais quelle est l'équipe qui a remporté l'édition de 2023 ? Alors peut-être tu as des notes pour t'aider. Est-ce que tu... Moi j'étais surpris. Toi t'étais surpris que ce soit le Pérou ? Le pays, on va dire... le pays berceau du surf. Donc, on peut considérer que c'est les premiers à avoir tenté de surfer sur une vague. Oui, effectivement. Qui succèdent aux États-Unis, ce qui est plus logique. Qui succédaient eux-mêmes en 2021 aux Français qui avaient gagné par équipe. Tout à fait. Les Français. Les Français, on a de vraies chances de médaille au JO. Tout à fait. C'est pour ça que d'ailleurs, je pense, parmi les épreuves qui étaient introduites en 2020 au Japon, c'est une épreuve que les Français ont jugé qu'ils avaient une chance, donc ils ont gardé pour 2024, quoi. Très clairement. Mais tout à fait. Et la France est bien classée, à chaque fois, depuis maintenant... Depuis l'édition de 2021, médaille d'or, médaille de bronze, puis médaille d'argent en 2023, c'est pas mal par équipe. C'est vraiment fort. Voilà pour les différentes épreuves. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur les grandes compétitions. Ouais, je l'ai fait globalement le tour. Sur les compétitions, non, je me suis retenu de prononcer les noms des Français à suivre. Mais pardon. On va faire la transition, voilà, c'est ça. Pardon, excuse-moi, du coup. J'espère que je n'ai pas spoilé là-dessus, mais... Voilà, c'est pour ça. Pardon. Non, j'ai une dernière chose à dire aussi sur les compétitions. Alors, il y a, évidemment, à côté de ça, vous avez un championnat d'Europe, vous avez des sélections, des championnats de jeunes également. Et puis, il y a eu des essais, notamment, de grands rendez-vous de sport extrême, et c'est le cas, par exemple, des X Games. Il y a eu des X Games, il y a eu du surf aux X Games. Ça n'a pas duré super longtemps, visiblement, depuis... ça a été vraiment au milieu des années 2000, visiblement. Mais pas plus. C'est-à-dire que dès les années 2010, il y avait déjà plus de surf, en fait. C'était sur d'autres... ils étaient sur d'autres sports, notamment le skate. Bref... Le surf a fait une petite apparition au X-Games, mais la greffe, si j'ose dire, n'a pas pris. Ok. Bon, en tout cas, ils sont maintenant en sport olympique, donc ça va. C'est plutôt pas mal. Oui, voilà. Ils gagnent un peu au change. Du coup, Damien, je te propose d'enchaîner avec les sportifs légendaires de ce sport. Alors... Quand on parle d'un sportif... Alors, avant de parler de l'évidence, parce qu'il y a un nom qui ressort quand on parle de ce sport, je te propose de parler justement de Duke Kahanamoku. Voilà. Surnommé le père du surf. Alors, c'est fou parce qu'il est hawaïen, on le surnomme le père du surf, alors que le surf existait déjà avant. Mais il a été surnommé le père du surf parce que c'est lui qui a vraiment popularisé le surf, non seulement au travers des États-Unis, mais surtout dans le monde. En fait, c'est lui qui a vraiment propagé le surf vraiment dans le monde entier.
C'est presque le père au sens religieux du terme, en quelque sorte. C'est le père prosélyte du surf qui a montré à tout le monde. En fait, il faisait beaucoup d'exhibitions. En fait, c'est comme. C'est ça. C'est un sort. Alors, c'est pas les Harlem Globetrotters parce que c'est des sports co, mais franchement, c'est un peu ça. Il faisait l'exhibition. Il allait avec d'autres surfeurs locaux pour présenter le sport et présenter cela. Alors, il est aussi connu parce qu'il est champion olympique de natation à 3 reprises de 1912 à 1924. Donc, quand même, hein, c'est un vrai athlète, quoi, pour le coup. Et il a voyagé partout, et notamment, il est allé en Australie. Le premier moment où il a vraiment sorti le surf du continent, on va dire d'un État américain, c'est en Australie. Il a fait un buzz immense en Australie, quoi, là-bas, avant d'aller dans la côte ouest américaine et de promouvoir le sport en Californie. Enfin voilà, toute la côte ouest. Et puis il a fait vraiment le tour, quoi. Il a farpenté le monde entier pour aller prêcher la bonne parole du surf. Oui, c'est ça, exactement. Quelque chose d'assez insolite également, il a été shérif d'Honolulu de 1932 à 1961 quand même. C'est fou. Okay. C'est fou. Le charisme est tel qu'il est devenu shérif après, potentiellement, probablement après son mode globetrotter, quoi, après qu'il ait fait le tour, donc de 1932 à 1961. Et il est surtout extrêmement charismatique. Je peux vous montrer des vidéos. Tenez, attendez, parce que j'ai une vidéo qui lui rendait hommage. Je vous montrerai ça. Hop, je vous les montre tout de suite. Hop, à l'écran. Et il faut savoir que j'ai vu les images là qui ont effectivement été restaurées en partie. C'est un homme grand, vraiment grand, et c'est un homme extrêmement bien bâti. C'est un nageur, quoi. Donc du coup, épaules larges, en triangle au niveau des pecs, donc voilà, au niveau du haut du corps. Donc c'est un vrai athlète qui impressionne par sa grande stature et par sa musculature d'ailleurs. Donc il est extrêmement charismatique. Donc voilà, Duke Kahanamoku. Ou Moku, je sais pas comment on dit, je suis désolé. Moku, oui, je savais plus si l'hawaïen on disait comme ça. Damien, bon, faut qu'on parle de l'évidence quand même. Alors, c'est le roi. Alors, techniquement, il cherche à se qualifier. Il cherche toujours à se qualifier pour les JO de Paris, donc de 2024 à 52 ans. Ouais. Et en fait, son dernier titre en saison mondiale, la dernière fois qu'il a gagné la saison mondiale, c'est en 2011. Mais oui, il se trouve que ces dernières années, il peut encore taper. En tout cas, il a visiblement encore les moyens de taper une victoire d'étape au circuit mondial quand même. Ce gars-là, c'est absolument incroyable. C'est le premier véritable ambassadeur médiatique, en tout cas télévisuel. Télévisuel, oui. Le père Duke, justement, c'était à une époque où il y avait du cinéma, mais pas la télévision. Mais bon, Kelly Slater, personne ne peut égaler l'aura, parce que le palmarès, on pourra peut-être un jour, ça y est pas possible. Mais l'aura, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. C'est considéré comme l'un des plus grands surfeurs de tous les temps. Il a marqué l'histoire du surf avec un palmarès impressionnant. Et surtout, effectivement, il a popularisé dans l'ère moderne. Il a clairement popularisé le surf. Et il a remporté, en gros, il a commencé le surf à 5 ans. Il a remporté son premier championnat du monde. Enfin, championnat au sens Ligue mondiale à 20 ans, en 1992. Et il a remporté 11 titres de World League, donc 92, 94, 95, 96, 98, 2005, 2006, 2008, 2011, 2010, et 2011, comme tu l'as dit, qui est son dernier titre mondial. C'est absolument hallucinant, ce palmarès. Et si tu me dis qu'il est capable d'aller à Paris, ça sera fou de chez fou. Ça serait incroyable. C'est... Comment dire ? Pour résumer, c'est-à-dire que c'est les superlatifs, on peut les aligner et on fera que paraphraser. Là où il a réellement révolutionné le sport, on en parlera pour la pop culture, mais le surf, c'est cool depuis très longtemps. C'est cool depuis 60, 70 ans. On parlera en fin d'émission des Beach Boys. C'est un sport et c'est même un loisir qui est connu, qui est vu comme cool depuis très longtemps. Ce qui a changé en fait Kelly Slater, c'est qu'à l'heure du règne de la télévision, donc dans les années 2000 et au début de l'internet, mais surtout dans vraiment
au pic, au plateau du règne de la télévision, il a rendu ce sport bankable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'un des premiers à avoir réellement poussé tous les potards du personal branding du sponsoring personnel, vraiment à très grande échelle et vraiment à un niveau vraiment professionnel. D'une certaine façon, c'est le vrai premier surfeur professionnel dans le sens où il est l'un des premiers à avoir été sa propre entreprise. Tout à fait. Durant sa carrière, donc d'avoir promu sa carrière comme ça. En anglais, oui. À une époque où, du coup, les technologies de l'époque le permettaient enfin. En gros, il était le premier à avoir créé en anglais le personal branding. Très clair, c'est le premier au surf, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est un maître du personal branding, mais plus que du personal branding où il aurait pu simplement jouer simplement sur sa personne, il s'est créé une marque. C'est-à-dire qu'il a vraiment poussé le personal branding encore au-delà. Ce qui ensuite a été, finalement, en fait, il a fait ce qu'ont fait les tennismen et tenniswomen, finalement, quasiment à la même époque. Sauf que le tennis était déjà plus pris au sérieux comme un sport, alors que lui, il le faisait dans un sport qui était peut-être pas forcément pris au sérieux en tant que sport de compétition, qui était vu comme un loisir. Exactement. Et comme tu l'as dit, il est apparu à la télé, notamment dans la série Alerta Malibu, Baywatch, aux États-Unis, 7 épisodes. Et c'était pas tant que ça. Il est apparu dans 7 épisodes. Et il a surtout été ensuite pionnier dans le développement de ce qu'on appelle la vague artificielle, au travers de sa Kelly Slater Wave Company. Il a revendu le concept, du coup, à un grand fabricant industriel, donc pour permettre de créer une vague artificielle sur les bords d'océan, qui ne permettrait pas d'obtenir une vague correcte, on va dire ça comme ça. C'est un grand débat, ça, les vagues artificielles. Ah, bien sûr. Il y a les vagues artificielles. Alors, on peut créer des vagues artificielles sur les bords de mer, et on peut aussi créer des vagues artificielles maintenant en salle. Oui, tout à fait. Après, a priori, les sensations sont pas les mêmes, donc on n'a pas encore atteint le point de bascule où on pourra faire. C'est un des grands débats par rapport aussi au fait que le surf intègre les Jeux Olympiques. Ça veut dire que les prochains pays qui vont accueillir les Jeux Olympiques auront obligation, d'une certaine façon, d'avoir un accès à la mer. Bon. Oui, ou sinon ils abandonnent le sport. Tu sais, il y a des sports qui finalement finissent par sortir aussi. Ça arrive. Ou alors de nouer un partenariat avec un pays qui a une belle vague, etc. Je pense que, par exemple, si les Jeux Olympiques se font quelque part en Europe, peut-être que la vague sera au Portugal, puisqu'il y a de très belles vagues justement là-bas. Voilà. Donc, mais ils sont un peu condamnés au bricolage pour l'instant. Tout à fait. Et puis, je voulais parler d'une dernière légende, c'est Layne Beachley, donc une surfeuse, née en 1972 en Australie, à Sydney. C'est une des surfeuses les plus titrées de l'histoire du surf professionnel. Elle a remporté 7 titres de championne du monde de l'Association of Surfing Professionals, dont 6 consécutifs de 1998 à 2003. Et qui montre sa domination un peu comme Kelly Slater finalement de ce côté-là. Et outre ses succès compétitifs, ce qu'elle a surtout rendu légendaire pour moi, c'est qu'elle a été reconnue pour son engagement avec la lutte pour le droit des femmes, et notamment le fait de pouvoir mettre en avant les femmes athlètes dans le sport. Elle a fondé l'événement Aim for the Stars, une fondation qui est destinée à soutenir les jeunes femmes sportives et artistes pour réaliser leurs ambitions. Elle n'a surtout jamais caché ses drames personnels, et un de ces drames, c'est qu'elle a été conçue à la suite d'un viol sur sa maman à l'âge de 17 ans, et qu'elle a ensuite été adoptée très peu de temps après sa naissance suite à cela, et elle a jamais caché, et elle a jamais... elle a toujours dit, ça fait partie de moi, c'est comme ça que je me suis aussi construite en tant qu'athlète et femme. Et surtout, anecdote insolite, elle est la compagne et mariée à Kirk Pengilly, un membre du groupe INXS. Voilà, il faut le savoir. Ok, ex-membre du groupe INXS, du coup, ok, ça marche. Exactement. Donc voilà, une jeune femme exemplaire, une jeune femme battante de ce sport. C'est pas anodin, et puis c'est pas la seule, que ce soit de garçon ou fille. C'est le surf porte justement une image un petit peu particulière par rapport à d'autres sports. C'est peut-être justement l'avantage de pas avoir forcément été pris
au sérieux comme un vrai sport de compétition, alors que c'en est un. Ouais. Mais justement, ce qui est cool avec ça, c'est que ça permet aux sportifs eux-mêmes d'être de véritables personnages ou de porter leurs engagements. Ça peut être des engagements sociaux, comme ça peut être des engagements aussi environnementaux, puisque c'est un sport proche de la nature, mais du coup dans lequel les surfeurs eux-mêmes se voient eux-mêmes comme des ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément faire dans le pôle, enfin je pense que certains le font, mais ceux qui refusent le politiquement correct peuvent se permettre de le faire, ce qui n'est pas le cas dans tous les sports. Non, c'est pas le cas dans tous les sports, je suis d'accord. Cher Damien, est-ce qu'on enchaîne du coup pour savoir comment... Hein? Ah oui, pardon, oui, excuse-moi, j'allais oublier. Oui, t'as raison. On n'a pas fini. Qui doit-on suivre du coup pour les JO? On n'en a pas fini. Alors, je ne sais pas si elle participera au JO de Paris. Kelly Slater essaye, en tout cas, lui, c'est sûr qu'il sera à suivre, bien entendu. On a aussi, comment s'appelle, Italo Ferreira, qui est le champion olympique en titre. D'accord. Justement, on aura justement une bataille entre Brésiliens, entre Italo Ferreira et Gabriel Medina, sans doute. Mais par contre, chez les filles, est-ce qu'on aura Stéphanie Gilmore? Je ne sais pas, puisqu'elle ne participe d'habitude qu'au circuit pro. C'est elle. C'est la Kelly Slater au féminin en termes de palmarès, elle a gagné 8 titres. Et donc, l'Australienne est incontournable. Donc, j'espère en tout cas qu'on la verra dans les vagues de Tahiti. Chez les Français, on a de sacrées chances quand même de médailles. Chez les filles, déjà, pour commencer. Ouais. Avec... alors, je ne sais pas si Pauline Ado y sera, je pense que oui, normalement oui. Mais il y aura aussi Joanne Defay. Ça, c'est pour les filles. Donc, on a déjà deux surfeuses qui sont bien placées. Joanne Defay, elle a été médaillée de bronze aux derniers Jeux mondiaux de surf. Et puis, on a Joanne Duru, je ne sais pas comment on le prononce, tiens, Duru, je pense. Maxime Lucu en rugby, pourquoi pas. C'est ça, Duru, je pense. Ouais. Qui a gagné son épreuve en 2021, lui. Je pense que c'est Duru, parce que si c'est du sud-ouest... Bayonne. Mais a priori, peut-être pas Jérémy Flores, qui lui, il me semble, a arrêté sa carrière. D'accord. Mais Joanne Duru portera les espoirs français chez les garçons. Et puis, il y a 2 filles. C'est quand même pas rien, quoi. Ouais, il y a des chances de médaille pour la France, très clairement, pour les prochains JO de Paris. En plus, c'est à la maison, on va dire, entre guillemets, donc autant dire qu'ils sont surmotivés, là, je pense. J'en aurai d'autres ensuite à te citer, mais ce sera pour plus tard, ce sera pour la future. D'accord. Puisque, du coup, comme je disais, les surfeurs sont souvent des personnages hauts en couleur, et en fait, ils sont nombreux, en fait, à notamment faire de la zig ou jouer la comédie, etc., etc. Bref, c'est souvent des sportifs qui ont une vie en parallèle. C'est très amusant. Et donc, dans la pop culture, ça imprègne aussi. Ça imprègne la pop culture, je suis d'accord. Du coup, Damien, je te propose d'enchaîner avec où peut-on voir du surf à la télé, en streaming, et où peut-on pratiquer en France, finalement? C'est une vraie question. Eh oui, jingle. Alors, où voir le surf en France? Moi, je l'ai vu qu'en streaming. Je n'ai pas l'impression d'avoir vu ça possible à la télé. Alors, il y a 3 possibilités de stream. Il y a bien sûr le site YouTube de l'International Surfing Association, bien évidemment. Donc, je vous montre ici, qui est tout simplement, vous tapez ISA Surfing, ça passe très bien. Et vous avez donc les possibilités de voir en direct des compétitions. D'ailleurs, là, vous voyez qu'en direct, en ce moment, c'est la compétition de longboard qui est au Salvador. Donc voilà, avec des replays, des highlights. Vous avez tout ce qu'il faut sur l'ISA Surf. Ensuite, vous avez le site de la World Surf League, avec bien évidemment les étapes, les highlights, les points saillants. J'aime toujours dire ça, j'adore quand les Canadiens disent points saillants. Les faits saillants, pardon, excuse-moi. Les faits saillants. Et du coup, avec les différentes épreuves de nouveau et les meilleures images de chaque étape de la World Surf League. Et puis quand même, j'ai... le site de la Fédération française de surf qui présente les différentes étapes et les différentes compétitions de l'équipe de France notamment et des personnes qui vont chercher à participer à la World Surf League. Voilà Damien pour... Est-ce que tu voyais d'autres choses, toi ?
Ouais, a priori, la World Surf League nous dit elle-même que les droits pour l'Europe et la France sont détenus à la télé par Eurosport. Ah, d'accord. Donc, Bon. regardez soit Eurosport 1 et 2 sur vos box internet, soit éventuellement les différentes chaînes streaming, parce que du coup, à force de signer des fois des ligues un peu à tort et à travers, des fois ils sont obligés d'ouvrir des chaînes, mais qui sont uniquement online. Ouais. Donc il faut payer en plus, ce qui est un petit peu une arnaque aussi pour le coup. C'est clair. Du coup, enchaînement avec la Fédération française de surf, où il y a un site web qui permet de savoir exactement où on peut pratiquer ce sport. Donc, j'ai ouvert directement la page qui est ici. Est-ce qu'il y a une carte interactive? Non, il n'y a pas de carte interactive. Il y a la liste, par contre. Il y a la liste des clubs avec. On commence par les Antilles. Pour le coup. Bien sûr. Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, et puis après on part dans Mayotte, il y a pas, tu vois. Mais il y a Paris, Seine-et-Marne, on part en métropole après. Bon, autant vous dire que je ne sais pas trop comment, dans certains endroits, on pratique. Ça doit être possible, hein, avec des piscines peut-être, ou avec des vagues artificielles, ou tout simplement des déplacements dans les endroits de spots de surf où on peut aller faire du surf. Mais en tout cas, il y a des clubs un peu partout en France. Je crois chez nous, en Rhône-Alpes, il n'y a pas beaucoup de clubs. Hein. Je regarde, mais je descends, parce que j'avais regardé sur le lac Léman, éventuellement. Non, plus sérieusement, en Sud-Ouest aussi. Sud-Ouest, oui, il y a. Ah oui, mais non, mais Sud-Ouest, oui. Et Bretagne, effectivement. Et Bretagne, ouais. Et Bretagne, ouais. Il y a un peu de Bretagne. Mais chez nous, ouais, alors, par contre, oui, les Landes, effectivement, Pyrénées-Atlantiques. Biarritz, Bayonne, tout ça, il y en a, hein, c'est sûr. C'est normal. Donc on a un en Ardèche, mais c'est plus du paddle, tu vois. C'est surnommé paddle. Et le Rhône, c'est stand-up paddle, quoi. C'est ça, en fait, ça regroupe plusieurs disciplines, et certaines de ces disciplines, elles peuvent comme je le disais en début d'émission, elles peuvent se pratiquer sur autre chose qu'une planche courte. Que directement en mer, si j'ose dire. J'allais dire un plan d'eau, mais oui. Oui, évidemment. Oui. C'est compliqué de faire ça. Non, je m'en mêlais les pinceaux avec mes phrases. Mais voilà, l'état d'esprit est là, c'est-à-dire que il peut y avoir des plans d'eau, il peut y avoir des disciplines sur rivière, sur eau vive, si j'ose dire. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Étonnamment, ils ont mis une Nouvelle-Calédonie tout à la fin. Alors, moi, je vois presque mis en haut. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Et je vois pas Tahiti. C'est bizarre. Tahiti, pour des raisons simples, c'est que ça doit être une fédération différente. Ah, oh oui, c'est vrai. Et oui, Tahiti, oui, t'as raison. Désormais, semi-indépendant. Enfin, si, oui, techniquement, semi-indépendant. Oui, mais tu as raison. Là, je suis en train de regarder en live. Mais oui, évidemment, voilà. Évidemment. Je suis trop bête, quoi. Je suis trop bête. Quel idiot, regarde. Voilà, quoi. Quel idiot. Évidemment que c'était ça. Ah là là. C'est quand même, voilà, parce que par contre, effectivement, alors, quand on est d'accord, effectivement, Tahiti est de très loin l'île la plus peuplée, mais appeler toute la Polynésie Tahiti, en sport, enfin, c'est un petit peu du filoutage. Ils en profitent avec le sport, justement, par rapport à ça, en disant Polynésie française, ça sonne trop compliqué à dire pour les commentateurs, notamment anglophones. Donc, les gens disent directement Tahiti. C'est un petit peu du filoutage quand vous avez. C'est un abus de langage, comme on dit. Dans les îles Marquises, vous êtes relativement loin de Tahiti. Mais bon, techniquement, c'est la fédération tahitienne. Voilà. Tout à fait. Ah, qu'est-ce que je suis bête, je n'y ai même pas pensé, quoi. Ah là là. C'est vrai que c'est une fédération à part. Fédération à part, exactement. Damien, il faut qu'on attaque un gros morceau parce qu'il est déjà, on a déjà entamé une bonne partie de l'émission. On est déjà à la 50e minute et on n'a pas abordé le gros morceau, c'est la pop culture. Eh oui. Eh ouais, il faut qu'on l'aborde. Il y a de quoi faire, donc je te propose de lancer le jingle. Les références de pop culture et inversement, les références de surf dans la pop culture. Alors. Tu veux. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence? Ce que je te propose, c'est je vais évacuer deux choses. Voilà. Un, il y a un film culte sur l'univers du surf qui est sorti en 1991, c'est Point Break. Voilà. Oui. On va évacuer ça tout de suite. Voilà. Il y en a un film dédié à ça. Donc voilà.
Et dans ce cas-là, il y a Bryce the Nice, parce que du coup, ben non, mais alors, C'est vrai. c'est un immense sketch. C'est vrai. D'accord. Oui, Voilà, on va certainement pas mettre Point Break et Bryce the Nice au même niveau. Ça démarre comme un sketch, mais c'est devenu des films quand même. Sauf que voilà, déjà d'un sketch à la télé, c'est devenu un film. C'est devenu un film. Allez, très feel good. Oui. Voilà, personne ne se prend. Enfin, j'espère en tout cas pour ceux qui ont tourné dans ce film qu'il n'y avait, enfin que tout le monde s'est amusé et que personne n'a pris ça au sérieux. Et tant mieux parce que le film a été un succès à l'époque. Mais très clairement, Jean Dujardin dans ce film-là joue le rôle d'un fan branleur évidemment, mais fan de Point Break. Si c'est un cri d'amour d'une certaine façon. Par personnage interposé, faut pas déconner. Évidemment, ouais. Mais via un sketch, c'est ça. Et ben je trouve que c'est quand même joli, mine de rien. Oui, évidemment. Point Break, pour le coup, c'est le porte-drapeau. C'est un peu je sais pas. Tu parles surf, cinéma, c'est bon. Tu penses Point Break, quoi. C'est tout, quoi. Et si tu penses surf et musique, la première chose que tu penses, c'est Beach Boys, hein, voilà. Alors voilà, je t'ai mis 2 petits extraits de chansons. Ouais, alors je sais pas si je peux les passer sur Twitch, hein, donc je vais juste mettre des images. Tu mets les images, mais c'est pour les images justement que je t'ai mis 2 extraits, parce que comme ça au moins, même si on n'a pas le droit de les passer, parce que Twitch, ou parce que la rediff sur YouTube, sait-on jamais, bien on a au moins la possibilité de regarder les images avec le Ed Sullivan Show, le célèbre Ed Sullivan Show, où tout le gratin des gamins un peu doués en zik de l'époque se pressait. Et les Beach Boys ont énormément fait pour la culture surf, pour la culture californienne, pour le rock'n'roll aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont rendu la Californie cool, la vie en Californie. Tout à fait. Donc c'est un art de vivre. Ils ont codifié, standardisé ce qui existait déjà, parce qu'ils ont simplement chanté sur leur vie de tous les jours de jeunes gars qui profitent du soleil et font un peu de surf, je sais pas, font du vélo, font n'importe quoi, enfin bref, ils jouent de la zik, etc., enfin sont au grand air. Mais c'est une vie en Californie qui n'était pas forcément connue des gens de l'Est. Et à partir de ce moment-là, on a ce rock cool, ce surf rock, ce West Coast Sound, appelez ça comme vous voulez parce qu'il y a plein de sous-genres. À partir de ce moment-là, tout un pan de la culture américaine qui était méconnu de l'autre moitié, a été montré au grand jour, avec donc tout l'art de vivre qui va avec. Et donc, tout à fait. Ça a fait évoluer le rock, ça a fait évoluer la représentation de la Californie, en tout cas de l'Ouest en général. Ça a fait aussi, je pense, évoluer les mœurs, parce qu'on parlait de sujets de manière très décontractée, mais de sujets parfois qui touchaient les jeunes, mais on va en parler avec suffisamment d'ironie pour que ce soit drôle. Voilà, pareil, des choses comme ça, ou simplement du quotidien. Voilà. Donc, la coolitude des Beach Boys, on la sous-estime, mais mine de rien, ça a retourné le rock'n'roll et l'Occident en général. L'autre extrait, vidéo, c'est une chanson de Jack Johnson. Jack Johnson, c'est un futur ex-espoir du surf, qui s'est mis à la musique, et on voit son physique évidemment qui continuait bien sûr à surfer lui pour le plaisir. Yes. Jack Johnson, du coup, c'est un des lointains successeurs des Beach Boys, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'image à partir des Beach Boys, mais même avant, même Duke, on le voyait dans une des images tout à l'heure, subtilement dans l'émission, il avait un petit ukulélé, par exemple. Bref, c'est toujours associé à une certaine joie de vivre, à un art de vivre. Oui. Et du coup, le surfeur qui joue de la zik, c'est devenu un cliché ultime. Et le cliché ultime du cliché ultime, c'est quand même Jack Johnson, qui a vraiment une carrière, une belle carrière carrément, avec un label, etc., etc. Et il a lancé d'autres gars qui faisaient du surf. Il les a lancés via son label, ou en les orientant vers tel ou tel label du coin. Donc il a posé, si j'ose dire, le personnage, à part dans les années 2000, du surfeur guitariste, ce qu'on a en France avec, par exemple, Tom Frager, qui a été ex-champion de France, je
champion de France junior, je crois, et qui ensuite a poussé la chansonnette aux alentours de 2010, quelque chose comme ça. On a aussi aux États-Unis encore Donovan Frankenreiter, par exemple, qui lui, alors pour le coup, a une particularité. Alors déjà, il est visiblement cité dans le jeu vidéo de Kelly Slater dont on parlera dans un instant. Je ne savais pas. J'ai revu les échos, je me suis dit, il y est, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ouais. Et c'était un surfeur, et là pour le coup, on est sur un autre cliché. Donc surfeur musicien, là encore une fois. Mais lui, sa carrière de surfeur, il l'a faite en tant que surfeur d'exhibition et non pas surfeur de compétition comme Jack Johnson ou Tom Fragier. C'est assez amusant ces parcours de vie, mais qui se retrouvent évidemment avec la ZIC. Exactement. Alors pour te dire, effectivement, la musique effectivement fait partie de cette culture. Tu parles du ukulélé parce que c'est un des instruments de la culture, on va dire, polynésienne. Polynésienne en général, Pacifique, tout ça, quoi. Finalement. Je vais revenir un petit peu vers le Japon, puisqu'on est fans tous les deux d'animation. Il y a deux choses qu'il faut noter. Le premier, c'est un film d'animation de 2021 qui s'appelle Ride Your Wave, Kimito Nami no Retara, par Yuasa Masaaki. Alors, il est le réalisateur de la série télé Ping Pong, pour ceux qui connaissent la série télé. Et donc, ça raconte l'histoire d'une fille passionnée de surf, Inako, qui déménage dans une ville balnéaire. Et lors d'un incendie, elle est sauvée par un pompier nommé Minato. Et de cet incident va naître une incroyable fusion entre les deux personnages, qui sont très différents. Mais malheureusement, Minato, donc ça c'est dès le début du film, il meurt en surfant seul. Et alors que tout le monde tente de surmonter cette peine, puisque bien sûr sa disparition va peiner tous ses proches, Inako, donc la jeune fille, s'accroche à l'esprit de son amie, donc elle semble voir dans l'eau, comme vous le voyez dans cet extrait du trailer de ce film, qui est un graphisme et une animation très particulière, qui est très jolie. Je sais pourquoi. C'est que Masaaki Yuasa, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, peut-être éventuellement si vous avez vu ce film d'animation un peu fou, qui s'appelle Inu-Oh, et là qui se passe dans le Japon des temps anciens, avec un joueur de biwa, ça n'a rien à voir, mais avec une animation qui est très 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 dynamique, et où les corps sont pas nécessairement les corps sont en mouvement, donc ils sont pas nécessairement anatomiquement exacts. C'est pas le but. Le but, c'est de montrer le mouvement, c'est de montrer l'action. Ouais, tout à fait. Et une série télé de 12 épisodes est sortie la même année, 2021, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être l'année du surf cette année-là au Japon, qui s'appelle Wave Surfing Yappe. Il s'agit donc d'une version télé du film. Il y avait un film qui est sorti avant. Donc ça se déroule à Oharai, dans la préfecture d'Ibaraki. Et on a un jeune garçon, un étudiant, tout juste transféré dans la préfecture, qui rencontre un autre surfeur, Masaki Naoka, et qui vont se lier d'amitié sur des nouveaux amis, voilà, faire du surf ensemble. Donc c'est du slice of life, c'est du slice of life dans le monde du surf. Bon, avec beaucoup de jeunes garçons, donc c'est très, je dirais que c'est très. Le choix est pas innocent. Oui. Le choix du lieu n'est pas innocent. Walaï, en fait, alors. Si vous regardez des vidéos, un peu trop de vidéos sur le Japon, comme malheureusement c'est, je pense, notre cas à mon épouse et moi, ou si vous êtes camionneur au Japon, eh bien vous savez que Walaï, c'est un port industriel, en fait. Et donc, à côté de ça, parce que Ibaraki, donc ce département, cette préfecture, est relativement mal considéré, puisque c'est un peu le hub industriel-maritime, maritimo-industriel, de la mégapole de Tokyo. C'est là où Tokyo a refourgué, en fait, notamment les terminaux pétroliers, des choses comme ça. Eh ben, c'est pas anodin, en fait, que ces gamins taquinent la vague du côté de Walaï, parce que j'imagine bien qu'il doit y avoir des lieux beaucoup plus naturels que les ports industriels dont les Tokyoïtes ont l'habitude. Ouais. Et donc, ça fait aussi débunkage d'idées reçues, notamment pour les locaux, donc ceux qui habitent à Tokyo. Ah là 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 là, le Japon, qui essaye de promouvoir. Tout est pensé. Non, mais tout est pensé. Donc voilà pour mes deux, et puis toi, bien sûr, tu as fait une petite sélection jeux vidéo de ton côté. Alors, on a fait les films, ok, on a fait la ZIC, ok. Ben maintenant, voilà, on va faire les jeux vidéo. Et le premier jeu, parce qu'on est vieux, toi comme moi. Oui. Bon, on est vieux enfin, c'est dans la tête que ça se passe, évidemment. Mais bon, bref. On a un âge avancé. Non, mais
À 40 ans passés, on a l'âge d'avoir connu le premier extrait que je te propose, c'est-à-dire California Games. Exactement. C'est-à-dire que pendant longtemps, pendant 10 ans, 10-15 ans, quelque chose comme ça, c'était le seul moyen de jouer à un du jeu de surf. surf, tout à fait. Et c'était un mini-jeu dans une compile de jeux. Tout à fait. California Games, comme son indique, c'est plusieurs jeux California. Et voilà. Et alors, je te montre pas forcément la version la plus jouable, c'est la plus belle, celle de la Mega Drive, ouais. mais il est sorti sur quasiment toutes les consoles, ouais. Moi, j'avais joué à California Games sur PC, moi, personnellement. Il était sur PC, il était sur Amiga, il était sur Mega Drive, là c'est le cas, il était sur NES, il était surtout pour les possesseurs de Lynx, la petite console portable, la petite, c'est une grosse gasse, une console portable d'Atari, mais quasiment tout le monde a eu sa version. Il était sur, je ne sais même pas s'il y a l'Amstrad l'a pas eu aussi. Le Commodore c'est sûr, mais l'Amstrad je suis pas sûr. Bref, c'était la référence, c'est le jeu qui incarne le surf dans les années 90. C'est clair. Bon, après ça a évolué. Et notamment, après, il y a eu la PS2. Et avant la PS2, il y avait la PlayStation 1 qui proposait déjà des jeux de skate. D'accord. Mais à partir du moment où la technologie avançait, où les jeux de skate de skateboard se faisaient de plus en plus réalistes et précis, ou fun en tout cas, ça dépendait, parce qu'il y avait aussi des jeux qui préféraient plutôt le côté arcade de la chose, avec le fun. Eh bien, la PlayStation 2 a donné un canevas à tous les programmeurs pour créer plein de jeux de surf. Et il y a une vague de jeux de surf. Encore une fois, le jeu de mots est malheureusement exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'en fait, on a notamment le jeu qui fait autorité sur PlayStation 2, Kelly Slater. Évidemment. Kelly Slater's Pro Surfers, qui est narré par le sportif lui-même, où il met dans le line-up de personnages à incarner tous ses copains. Là, pour le coup, il s'est vraiment fait plaisir. Okay. Mais le jeu est bon. Le jeu est bon. Après, il est aussi un peu à l'image du garçon, c'est-à-dire assez proche assez proche de la nature, plutôt zen, plutôt presque d'une certaine façon, presque un peu c'est la mystique du cool. Hein, faut pas non plus déconner, mais il y a toujours un petit côté mystique et l'ambiance sonore fait qu'on est immergé dans des grands espaces, etc., etc. D'accord. Mais il peut y avoir mieux. Il peut y avoir justement le côté fun de la chose et le concurrent justement alors de ce jeu-là, c'est Transworld. Transworld Surf, j'allais dire Transworld Pro, mais non, ça allait faire vraiment trop. Transworld Surf, où là, par contre, on est vraiment sur du fun. C'est quasiment le même gameplay, donc c'est très sympa à jouer pour le coup pour les deux. Par contre, là, on est sur du rock, voire du punk. On est sur on est sur de la rigolade, quoi. Voilà. Autant Kelly Slater se veut vraiment précis, en tout cas faire un peu simu, quoi. Un peu plus simu. Voilà. Ouais. Être la valeur étalon des jeux de surf parce qu'il n'y en avait pas. Oui. Eh bien, justement, Transworld Surf fait l'inverse avec un très très bon gameplay aussi, mais en donnant beaucoup plus d'indications à l'écran sur c'est bien, c'est pas bien, t'es cool, t'es pas cool, t'es beaucoup trop loin de la vague. On l'a vu là il y a un instant. Bref, c'est le jeu te prend par la main et te fait marrer. Et en même temps, quand tu c'est vraiment tu apprends le surf, ça c'est pas non plus complètement une parodie de surf, mais ça met l'accent sur le côté fun. On est sur une ambiance qui ressemblerait presque à Crazy Taxi, quoi, en quelque sorte. C'est un peu plus arcade, quoi. Voilà. Petite mention honorable, parce que c'est rare les jeux, et étonnamment, alors celui-ci je l'ai pas du tout. Je vais le montrer à l'écran du coup. Mais on a Les Rois de la Glisse, le jeu du film d'animation Les Rois de la Glisse. Ouais. Et visiblement, là on est vraiment sur de l'arcade. Oui. Pour le jeune public. Oui. Mais étonnamment, à ce que j'en ai lu, visiblement, toutes les critiques ont l'air de dire mais il est cool ce jeu. Et pour un jeu à licence, donc un jeu sur commande, qui est là pour servir de panneau publicitaire à un film, visiblement, les programmeurs ont eu suffisamment de carte blanche, de moyens. Alors de moyens, je pense que oui, mais suffisamment eu carte blanche vis-à-vis du matériau d'origine pour faire un jeu suffisamment fun et qui se
soit dans le film et se détache du film en même temps, parce que du coup, là, on est Je vraiment vois. que sur du surf. On va pas Ouais. faire, enfin, on fait pas plus que ça pour progresser l'histoire. D'accord. Ouais, il a l'air pas mal en Évidemment, plus. Il a l'air pas mal en plus, ouais. Après les images qu'on a vues, pour aller voir sur Enfin. YouTube, Ah oui, ouais, clairement. sur Twitch, là, en ce moment même. Enfin, un Oui. dernier qui est sorti il y a 3 ans. Il y a Ouais, 2-3 ans. donc plus récent, du coup. 2020-2021, ouais, vraiment, il est récent. Et lui, par contre, on est vraiment sur quelque chose de très. Alors, virtual surfing, qui est cette fois-ci, qui se veut la valeur étalon en termes d'exactitude de mouvement, de reproduire le plus fidèlement possible la panoplie de mouvements. Je sais pas comment dire ça. En tout cas, la panoplie Des tricks, ouais. Des tricks, des trucs comme ça, quoi. Mais ça veut dire que là aussi, je ne parle qu'à travers les articles que j'en ai lus. Il a l'air compliqué à prendre en main. Alors, paraît-il que, alors, à ce que j'en lis, une fois qu'on l'a en main, on voit véritablement tout le potentiel que ça a. Mais il paraît qu'il est quand même assez austère dans la prise. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Il a l'air austère dans la prise en main. Par contre, ouais, ça a l'air super précis. Bon, voilà. Ouais, bah après, de toute façon, tu as l'approche simu en sport et l'approche arcade dans un jeu vidéo de sport. Donc après, c'est un choix. Quand tu es plutôt dans la simu, c'est plus compliqué de faire simple, on va dire. C'est-à-dire que c'est toujours un peu plus compliqué parce que c'est de la simu. Donc en gros, de toute façon, c'est des tricks, c'est de la technique. Donc, c'est un vrai challenge dans un. Bien sûr. Dans un sport qui justement mise beaucoup sur le fun, essayer de faire de la simu, bah finalement c'est retourner un petit peu le paradigme où par exemple on va avoir un jeu de foot ou de tennis où on va faire simu parce que justement il faut reproduire le plus fidèlement possible l'expérience de jeu, de l'expérience du jeu réel, alors que si tu veux être disruptif dans ces sports-là, il faut essayer d'y mettre le côté fun et arcade, alors que du coup le surf, c'est précisément l'inverse. C'est déjà fun. Exactement. C'est toujours plus compliqué. Et ben voilà, on vous a fait découvrir et fait un tour du surf compétitif, on va dire ça comme ça. Et donc, on espère que ça vous a plu. Cher Damien, je te propose de faire un très rapide tour du côté de l'actualité sportive. J'ai quelques petites news. On va dire ça comme ça. J'ai des petits morceaux de news. Déjà, un petit hommage à l'équipe de Villeneuve d'Ascq en Euroleague féminine. Donc, les basketteuses de Villeneuve d'Ascq qui ont malheureusement perdu en finale et qui ont craqué, c'était dimanche 14 avril, contre l'équipe turque de Fenerbahçe, qui était les tenantes du titre, en fait, et qui ont perdu 106-73. Par contre, c'est quand même la première équipe française qui a atteint donc la finale depuis plus de 20 ans, depuis près de 20 ans. Il y a 20 ans, les Françaises surfaient sur les carrés. Il y avait forcément un ou deux clubs français dans le carré final. Et en 20 ans, il y a eu on a perdu beaucoup de temps. Et là, depuis quelques années, ça revient. Tu vois, par exemple, l'Asvel avait gagné l'Eurocoupe l'an dernier. Et là, on se retrouve avec Villeneuve d'Ascq en finale. C'est cool, c'est bien. Le basket français féminin revient. Tout à fait. À noter également que le plus vieux record du monde masculin en athlétisme est tombé. Le jeune lituanien Mykolas Alekna, qui a 21 ans, a lancé le disque, donc c'est du lancer de disque, à 74,35 m à Ramona, en Oklahoma, aux États-Unis, battant le plus vieux record du monde masculin en athlétisme et battant ainsi les 74,08 mètres de l'Allemand Jürgen Schult, qui le tenait depuis 38 ans, quand même. Maintenant, il faut juste pas être blessé jusqu'au JO. C'est exactement ça. Et donc, donc c'était quand même un très très vieux record du monde. Et puis un petit mot de cyclisme avec Liège-Bastogne-Liège et le petit exploit, j'appelle ça le petit exploit de Romain Bardet, qui a fini deuxième de la classique, et la doyenne des classiques. Mais bon, devant Pogacar, c'était un peu compliqué. Il prend tout un peu là, toutes les épreuves là, en ce moment. Et devant quand même le champion du monde, Mathieu Van Der Poel. Donc quand même, ça peut être un bon signe pour le prochain Tour de France à venir. Voilà, Damien, c'était mes petites news. Est-ce que tu en as, toi? Oui. D'accord. On est lyonnais, on est chauvin. Bravo aux Lyonnaises qui ont retourné le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions féminine. Donc, de toute façon, on savait qu'il y aurait un club français en finale de la Ligue des Champions féminine de football. Eh bien, mené à un quart d'heure de la fin, mené 2-0 à un quart d'heure de la fin, quelque chose comme ça,
eh bien, les Lyonnaises ont remonté le score et même ont dépassé leurs adversaires parisiennes, avec notamment 2 buts en 2 minutes, Ok. ça dépend comment vous comptez, 2 à 3 minutes, ça dépend, mais en tout cas, 2 minutes, moi je dirais. Et D'accord. donc, pour une victoire au match aller, 3-2. Mais attention, ce n'est que le match Match aller. aller, ouais. Le match retour, c'est, j'imagine, au Parc des Princes. Et il va falloir, là aussi, rester sérieuse, concentrée, ne pas se faire avoir justement par la grande adversaire, donc la porte-drapeau, parce que c'est vraiment mon mot, hein, pour le coup, du Paris Saint-Germain, Marie-Antoinette Katoto, qui a justement inscrit les 2 buts parisiens. Attention, Attention. le duel n'est pas terminé. Et oui, il reste un match retour qu'il va falloir gérer pour les Lyonnaises. Est-ce que tu veux d'autres choses, cher Damien? Bah, moi, c'était vraiment le coup parfait. de cœur Non, sportif. parfait. Voilà. Pas de souci. Du coup, Damien, je te propose de terminer l'épisode avec notre teaser du prochain épisode. Prochain épisode, Damien, de quoi allons-nous parler? Alors, à la base, moi, je voulais parler d'aviron, c'est ça? Alors, tu devais parler d'aviron, mais on a dit que deux sports d'eau enchaînés, c'était pas super cool. Donc, du coup, Bah ouais, je vais carrément. l'annoncer. Du coup, l'aviron sera l'épisode d'après. Du coup, par contre, on va parler de BMX. On va parler de rider. On va parler de vélo. On va rester sur le cool. Exactement. On va rester dans le cool parce qu'il faut. Ouais, c'est vrai que ça fait une petite transition, mais on voulait pas d'eau. C'est ça. On voulait un truc un peu cool. BMX qui est un sport récent aussi olympique. Dans les épreuves olympiques, mais un sport effectivement cool. Ouais, on vous expliquera qu'il y a du VTT aux Jeux Olympiques, mais il y a plusieurs VTT et celui-ci, c'en est un parmi d'autres, le BMX. Ouais, tout à fait. Et puis surtout, c'est parmi les formes de, je parlerai de cyclisme aux Jeux Olympiques, c'est la forme, je trouve, la moins connue. C'est-à-dire que c'est vraiment celle qui, VTT, tout le monde sait ce que c'est que le VTT, même si le VTT compétitif est un peu moins populaire en France, c'est comme, encore une fois, le VTT, c'est plutôt du loisir en France, de ce côté-là. Mais le BMX, parmi toutes les formes, c'est vraiment le BMX qui, je trouve, est un peu en retrait en termes de popularité. Donc, je suis d'accord avec toi, Damien, il faut un peu les expliquer, et se présenter un peu ce que c'est finalement le BMX compétitif. Donc on se donnera rendez-vous dans 2 semaines pour présenter tout ça sur notre chaîne Twitch, mais d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Twitch et effectivement à vous abonner également sur la chaîne YouTube. Vous retrouverez cet épisode en rediffusion le dimanche prochain aux alentours de midi et vous pourrez trouver exactement le même jour et à la même heure la version podcast audio de cet épisode et tous les autres épisodes d'ailleurs. Vous pouvez les retrouver en vous abonnant également sur vos plateformes de podcast audio préférées à Capsule de Sport. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. En ce moment, c'est un peu calme et puis je vous annonce dès maintenant, vous aurez donc le site web qui va sortir pendant le week-end du 8 mai. Donc sachez que le long week-end du 8 mai, vous aurez la diffusion progressive de tous nos épisodes en version site web. Donc c'est maintenant fait. Il n'y a plus qu'à faire les derniers contrôles. Là, je suis en train de faire les derniers trucs pour la partie graphique pour que ça soit le plus clair possible. Mais on est bien là. On est pas mal. Donc, chers amis, on vous retrouve dans 2 semaines pour parler BMX. J'espère que ça vous plaira. Damien, merci encore. Merci à toi, merci à tous. Et on se retrouve dans 2 semaines. Allez, bonne soirée. Tchuss!